Le cosmos. Dans l'immensité de l'univers, l'histoire de l'humanité n'est qu'une brève traînée lumineuse émanant d'une étoile isolée. La vie de tout être se perd dans le temps et l'espace. Mais parmi les étoiles se trouve une lumière à l'éclat sans pareil. La lumière de Samus Aran. Salut à tous, c'est Blueprints et bienvenue dans Foudre Culturelle. Préparez votre combinaison Varia et vos missiles parce qu'aujourd'hui on va parler de Metroid. Avec la sortie imminente de Metroid Prime 4, j'ai envie de revenir sur cette licence à présent chère à mon cœur. Actuellement, il existe 16 jeux Metroid, 12 si on enlève les remakes et les remasters. Mon aventure en son sein a commencé en octobre 2021 avec la sortie de Metroid Dread. J'avais toujours été intéressé par la licence, mais je n'avais jamais vraiment pris le temps de m'y mettre. La sortie d'un nouveau jeu, après 11 ans sans bon jeu original, était donc l'occasion parfaite pour me lancer dans cet univers. Mais nous ne parlerons pas de Dread aujourd'hui. En effet, on va plutôt parler de ce qui devait être à la base qu'un simple spin-off, mais qui a fini par être une branche tout aussi importante que la principale. Je parle évidemment de la trilogie Metroid Prime. Metroid Prime a été développé par Retro Studio, un nom encore inconnu à l'époque. En effet, le studio a été fondé en 1998 spécialement pour le développement de jeux sur la GameCube. À l'origine, 4 jeux étaient en production chez eux, jusqu'au début de l'an 2000 où Nintendo pointe le bout de son nez pour leur demander de tout mettre en pause pour se concentrer sur un nouveau jeu Metroid. Ces projets arrêtés ne verront finalement jamais le jour, certainement à cause du succès de Metroid Prime, on va pas se mentir, qui a littéralement explosé les ventes, devenant le jeu le plus vendu de la série à ce moment-là avec ses 2,84 millions d'exemplaires, et qui le restera jusqu'à la sortie de l'épisode Dread en 2021. Content de ce succès critique et commercial, une suite à Metroid Prime passe en développement et, en 2004, sort sur GameCube le second opus de la saga, qui sera lui aussi très bien accueilli par la critique, mais se vendra bien moins que son prédécesseur. Pour finir, un troisième opus sortira sur Wii en 2007, assez différent des deux autres au niveau de sa maniabilité grâce à la nouvelle fonctionnalité de la console, le motion gaming. Pour finir de surfer sur le sujet de la saga, Retro Studios sortira Metroid Prime Trilogy afin de porter les opus GameCube sur Wii, proposant ainsi de nouvelles façons de jouer à ceux-ci. Suite à ça, Nintendo les mettra sur le développement de Donkey Kong Country Returns et Retro participera également au développement de Mario Kart 7 en collaboration avec le studio EAD et de Donkey Kong Country Tropical Freeze en compagnie de Monster Games et de Nintendo SPD. Puis, plus rien pendant 9 ans. Le studio semblait abandonné jusqu'à ce qu'on les fasse revenir sur leur plus gros succès avec un remaster du premier Metroid Prime sur Switch. Cela dans le seul but de renflouer les caisses afin de financer le calvaire du développement du quatrième opus, dont ils n'étaient même pas censés s'occuper à la base. Et l'avenir nous dira s'ils ont eu raison de récupérer la patate chaude. Avant de pouvoir vous parler des jeux qui nous intéressent en eux-mêmes, il me semble important d'expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas encore la licence le déroulé classique d'un jeu Metroid. Nous contrôlons Samus Aran, une chasseuse de primes descendante du peuple Chozo. Nos différentes missions nous sont toujours données par la Fédération Galactique et consistent le plus souvent à, dans un premier temps, aller enquêter sur une planète inconnue, souvent seule, sur l'origine d'un problème qu'ils auraient rencontré, comme une perte de communication avec une équipe de reconnaissance envoyée sur place par exemple. Puis, une fois la menace identifiée, exterminer jusqu'au moindre représentant de cette menace. Menace représentée en série par les fameux Metroïdes, capables d'absorber l'énergie vitale des êtres vivants, puis par les parasites X, non, pas ceux-là, voilà, qui peuvent prendre la forme de n'importe quel être vivant avec lequel ils sont entrés en contact. Et au milieu de tout ça se trouvent les pirates de l'espace, qui veulent toujours capturer les menaces des jeux pour en faire des armes contre la Fédération Galactique, afin de régner sur l'univers. Globalement, tout le long du jeu, vous êtes l'opposé de Thorfinn de Vinland Saga, vous n'avez que des ennemis.
Vos seuls alliés, ce sont d'anciennes statues Shozo qui possèdent des technologies et des armes compatibles avec votre armure. Vous débutez votre exploration avec un arsenal très limité, ce qui ne vous permet d'accéder qu'à quelques salles de zones beaucoup plus vastes. Pour pouvoir progresser jusque dans les entrailles de la planète, il vous faudra trouver de nouvelles armes, permettant d'ouvrir de nouveaux passages, tout en luttant contre des ennemis de plus en plus forts. Mais il ne s'agit pas d'avancer bêtement de zone en zone sans jamais revenir en arrière. Chaque planète est un vrai labyrinthe reliant différentes zones entre elles via des ascenseurs ou des téléporteurs, souvent bloqués derrière des portes que l'on ne peut pas ouvrir la première fois qu'on les voit, nous forçant ainsi à ouvrir l'œil sur tout ce qui est inaccessible pour l'instant, car il s'agira peut-être de la suite du jeu un peu plus loin. Je vais prendre pour exemple le tout début du premier jeu sur NES. À peine arrivé sur la planète, on peut aller à droite ou à gauche. La plupart des joueurs qui découvrent le jeu vont aller à droite, mais le chemin leur est bloqué par un mur qui fait la taille de l'écran, avec juste un espace au sol trop petit pour pouvoir passer. Le joueur fait donc demi-tour jusqu'à la première salle du jeu et décide de partir à gauche, où se trouve une amélioration, la boule morphing, qui leur permet de se mettre en boule, réduisant la taille de Samus de moitié, ce qui leur permet de passer le mur à droite. Le tout est parsemé de différents boss qui vous demanderont d'utiliser les différentes options de votre arsenal pour en venir à bout. Cette boucle de base se répétera jusqu'à la fin du jeu, puis, après avoir sué 100 EO sur le boss final, le jeu vous demandera de rejoindre votre vaisseau avant la fin d'un compte à rebours. Pour résumer le plus brièvement possible, on arrive sur la planète, on tue tout ce qui bouge avec les armes qu'on trouve, et on repart. These pirates are more fragile than they appear. Maintenant que je vous ai présenté le déroulement classique d'un jeu de la licence, il est temps de porter notre regard sur les jeux qui nous intéressent ici, à savoir la trilogie Prime. Je préviens ici, mais on ne parlera pas de Hunter, Speedball et Federation Force. Tout simplement parce que je trouve le premier plus intéressant et que je n'ai pas joué aux deux autres. Maintenant que c'est clair, on peut reprendre. Le premier opus sort en novembre 2002 en Amérique du Nord, en février 2003 au Japon, puis en mars 2003 en Europe. Metroid étant le grand absent de la Nintendo 64, toutes les grandes licences de Nintendo ayant eu au moins un jeu sur la console, il s'agit donc de la première tentative de passage à la 3D pour Samus. Et quelle réussite! La particularité majeure de ce jeu étant évidemment le passage d'une vue de côté à une vue à la première personne, encourageant l'immersion dans l'univers du jeu. Et cela va impacter pas mal d'éléments pourtant fondateurs de la licence d'origine. Déjà, le système de combat a subi pas mal de modifications par rapport aux opus 2D. Là où nous n'avions précédemment que les missiles ainsi qu'un seul canon qui s'améliorait au fur et à mesure, nous avons maintenant des canons interchangeables, du moins pour les deux premiers jeux. Ils sont au nombre de 4, variant d'un jeu à l'autre. Cela permet de créer des ennemis totalement immunisés à 3 rayons sur 4, forçant une utilisation variée des différents canons. On a par exemple des soldats pirates de différentes couleurs dans le premier jeu, vulnérables uniquement à la même arme que celle qu'ils utilisent. Mais le meilleur représentant reste quand même la première phase du boss final de ce même jeu, qui alterne entre les différentes faiblesses où il faut régulièrement changer d'arme pour en venir à bout. Mais le combat n'est pas la seule chose qui a subi une modification drastique. C'est également le cas dans l'objectif final des jeux. Dans les opus avant Prime, le jeu misait notamment sur la vitesse et, par extension, la maîtrise de différentes techniques pour gagner du temps sur sa run. Connaître le chemin par cœur, maîtriser suffisamment de boss pour en finir rapidement avec eux, etc., etc. Une démonstration évidente de cette philosophie, c'est les fins légèrement différentes des jeux, se basant sur le temps d'une run, pour récompenser entre guillemets le joueur d'avoir poussé le jeu à bout. En mettant Samus en petite tenue si le joueur finit en moins d'une heure par exemple. Ça montre bien la mentalité de l'époque qui cherchait à cibler avant tout le public masculin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la fin dépendait uniquement du temps. Pour les 3 Metroid Prime principaux, la fin ne dépendait plus du temps, mais du pourcentage de complétion du jeu. Si vous avez déjà joué à un jeu dit Metroidvania, vous avez sûrement déjà dû ramasser diverses améliorations légères dissimulées un peu partout sur la map, comme une augmentation de la barre de vie ou des munitions maximales d'une arme par exemple. Ici, récupérer toutes ces améliorations sera évidemment nécessaire pour obtenir la vraie fin. Je rappelle que dans le cas de la licence, les fins ne sont que très légèrement différentes entre elles. Mais cela ne sera pas suffisant. Il vous faudra également remplir la base de données du jeu grâce à la nouvelle fonctionnalité la plus intéressante, l'analyse de l'environnement. En effet, au début du jeu, nous est présenté l'équipement de base de Samus. Pour résumer, le canon classique ainsi que 2 viseurs, le viseur de combat et le viseur d'analyse. Ce dernier va nous donner des informations sur à peu près tout et n'importe quoi, de la simple caisse à détruire jusqu'aux ennemis rencontrés et leurs faiblesses. Et la majorité du lore des jeux de la série Prime passe par ces analyses, à travers divers documents qu'on trouve de part et d'autre des jeux. Grâce à ça, on va encore mieux comprendre notre environnement ainsi que la cause des différents fléaux qu'on élimine au fur et à mesure de notre avancée.
Une nouvelle source d'énergie très puissante, mais tout aussi dangereuse, découverte par une ancienne civilisation. La raison de la pollution des eaux d'une cité ancienne, ou encore des rapports d'expérience scientifique sur des soldats pour les rendre capables d'éliminer Samus une bonne fois pour toutes, etc., etc. Et cela accentue encore plus le côté exploration de la licence. Bien sûr qu'on pourrait juste tracer jusqu'à la fin du jeu en analysant le moins de trucs possible, mais on passe à côté d'énormément d'informations ultra intéressantes autour de l'histoire que veulent nous raconter les devs à travers ces 3 jeux. On sent une volonté de mettre plus en avant la narration et plus seulement le gameplay et la technicité des joueurs. Bien que la narration soit tout de même beaucoup plus explicite que dans les opus 2D, elle est surtout plus élargie et plus axée sur les erreurs du passé, où l'on doit réussir là où les anciennes civilisations ont échoué. Donc apprenons de nos prédécesseurs afin de ne plus commettre les mêmes erreurs. La saga Prime a marqué un tournant colossal dans la licence à l'époque. Ce jeu, qui était prévu pour n'être qu'un spin-off isolé, a fini par devenir tellement populaire que la saga principale a été mise au placard pendant près de 8 ans, la seule exception étant Zero Mission, qui n'est qu'un remake du premier opus. Suite à ça, la licence aura du mal à se renouveler pendant près de 12 ans. Entre jeux jugés pas au niveau et remake, il n'y aura pas de nouveau jeu avec un succès critique suffisant pour définitivement relancer la machine. Du moins jusqu'à Metroid Dread. Et maintenant, la licence semble être repartie de plus belle pour mon plus grand plaisir. Metroid est devenu une de mes licences préférées parmi celles découvertes ces dernières années, aux côtés de Persona et d'Yakuza. Et j'espère sincèrement qu'on aura plein de nouvelles aventures à vivre aux côtés de Samus dans les années à venir. J'ai très hâte de jouer à Metroid Prime 4 qui sort en fin d'année, et de voir Retro Studio revenir sur le devant de la scène. Avec, pourquoi pas, des jeux totalement originaux venant d'eux, à l'instar des jeux abandonnés au début des années 2000. Je ne peux que vous conseiller de jouer à ne serait-ce qu'un seul jeu de cette licence. Je pense que vous ne serez pas déçus du voyage. C'était Blueprints, et puisse la flamme de la passion brûler éternellement.